Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse internationale, bien sûr, comme à la une de nos journaux ce matin, Hélène, la découverte des corps de dizaines de civils à Boutcha, dans le nord-ouest de Kiev, en Ukraine. Ville reprise il y a 3 jours par l'armée ukrainienne à l'armée russe. Des corps jonchant les rues, les routes, des victimes aux mains liées dans le dos, exécutées d'une balle dans la tête ou dans la poitrine. L'Ukraine accuse la Russie de massacre de civils et de génocide, annonce ce matin le quotidien catalan La Vanguardia, qui fait état, Pauline, de possibles crimes de guerre et de graves violations du droit international humanitaire selon l'ONU. La presse internationale exprime son indignation. L'horreur de Boutcha, titre le journal italien La Stampa, La Repubblica, auquel le photojournaliste Santi Palacios, qui a été l'un des premiers journalistes arrivés sur place, dans le sillage du retrait russe, a confié son sentiment d'avoir découvert, je le cite, l'enfer à Boutcha et sa nette impression que la mort de nombreux civils était due à des exécutions sommaires. Ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie. Le quotidien français Libération prévient qu'il faut rester prudent, qu'il faut se méfier de l'émotion et des images prises à chaud, en rappelant l'affaire des vrais faux charniers de la ville roumaine de Timișoara en 1989, mais que si ces massacres sont avérés, alors il faudra en témoigner devant la justice internationale et passer à la vitesse supérieure des sanctions. Un appel qui est d'ailleurs également relayé par le quotidien suisse Le Temps. Chaque hésitation, chaque réticence à soutenir l'Ukraine de manière décidée se paiera au prix fort en termes de vies humaines à Boutcha aujourd'hui, à Mariupol et dans tout le reste de l'Ukraine demain. Et reportage à suivre à Boutcha dans le journal de 9h30. L'Union européenne, Hélène, annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. The Financial Times cite l'engagement du président du Conseil européen, Charles Michel, à soutenir l'Ukraine et les ONG à rassembler les preuves nécessaires à d'éventuelles poursuites devant les tribunaux internationaux, mais aussi son engagement à mettre en place des mesures plus punitive contre Moscou. Le quotidien britannique évoque notamment la possibilité d'interdire les ports de l'UE aux navires russes, davantage de restrictions à l'exportation ou encore des embargos sur les approvisionnements énergétiques tels que le charbon, le pétrole et le gaz, exigés depuis longtemps par l'Ukraine, on le sait, mais jusque-là refusés par certaines grandes économies européennes. Ces menaces de nouvelles sanctions sont évoquées également ce matin par le journal russe Commerçante, qui rapporte que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a qualifié hier de provocation ces photos et ces vidéos des exactions commises dans la région de Kiev. Commerçante qui fait état également de commentaires trouvés sur Telegram, affirmant que certaines victimes civiles de cette région de Kiev auraient été tuées, je cite, par l'armée ukrainienne pour avoir coopéré avec les troupes russes. À la une également, ce matin, Damien Coquet en parlait à l'instant, la victoire du Fidesz en Hongrie, le parti de Viktor Orban qui arrive nettement en tête des législatives. D'après Heti Világdaszag, le Premier ministre hongrois se dirige donc vers un 4e mandat consécutif, tout en conservant sa majorité des 2 tiers au Parlement. Une victoire que l'hebdomadaire attribue à la pandémie et à la guerre en Ukraine, qui aurait permis à Viktor Orban de jouer, je cite, sur la peur de la maladie et de la mort et d'apparaître aux yeux de ses compatriotes comme un dirigeant défensif. Aux États-Unis, The New York Times associe cette victoire de Viktor Orban en Hongrie à celle du chef de l'État serbe sortant, Aleksandar Vučić, qui revendique lui aussi une victoire écrasante à la présidentielle d'hier. Éclipsée par la guerre en Ukraine, les élections de dimanche en Hongrie et en Serbie prolongent les mandats des 2 dirigeants européens les plus favorables au Kremlin, relève le quotidien américain, qui présente ces deux dirigeants comme des populistes renforcés par leur contrôle écrasant des médias et l'énergie bon marché de la Russie. Politique toujours, mais en France, le premier tour de la présidentielle a lieu dans 6 jours. Dimanche prochain, les intentions de vote en faveur des candidats dits anti-système atteignent, Hélène, un niveau sans précédent. La Croix fait état d'une tentation protestataire qui pourrait profiter et au candidat des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, et à la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen. Dans la dernière ligne droite de la campagne, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui en sont à leur 3e candidature, paraissent profiter de l'ambiance anxiogène, note le journal, qui relève que les 2 candidats en appellent au peuple contre les élites et prônent la rupture avec le système libéral, au-delà des différences fondamentales
leur différence fondamentale sur le fond comme sur la forme. Vous avez dit anxiogène, on ne se quitte pas là-dessus. Celle qui aurait le sentiment que ça ne tourne pas vraiment rond, Pauline, je recommande de jeter un cil à Slate, qui a peut-être une explication à ce phénomène. Selon des scientifiques, notre planète elle-même n'est pas tout à fait ronde, car elle est en fait légèrement écrasée à ses pôles. Cette forme est dite oblate, c'est-à-dire à la fois sphérique et légèrement aplatie, et non pas plate, comme le croient, paraît-il, Pauline, 9% des Français. Paraît-il, c'est dingue. Oblate, quel beau mot. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. À demain, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.